Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette nouvelle vidéo, on va parler du Ramadan qui va débuter ce vendredi 28 février, qui va s'étendre jusqu'au 29 mars, soit 4 semaines. Et je voulais traiter ce sujet parce que j'ai quand même plusieurs élèves qui vont suivre le Ramadan et qui me posent beaucoup de questions par rapport à c'est quoi qu'on devrait faire au niveau de la nutrition, au niveau de l'entraînement. Donc pour eux, je leur fais tous leurs ajustements, mais je me suis dit, tiens, c'est vrai qu'il y a beaucoup de pratiquants en musculation qui font le Ramadan également et pour qui, des fois, c'est un petit peu flou. Qu'est-ce qu'on peut faire pour, au final, au moins maintenir sa shape dans des bons standards. C'est probablement le mois le plus challengeant justement pour les musulmans. Pourquoi? Parce que ce qui caractérise le Ramadan, c'est que pendant ces 4 semaines-là, du lever au coucher du soleil, on n'aura pas le droit ni de boire, ni de manger. Donc on s'entend au niveau de la fatigue, de la récupération, ça va avoir des impacts directs. Donc qu'est-ce qu'on peut faire au niveau de l'entraînement et au niveau de la nutrition pour justement aménager ça au mieux, suivant les limitations que permettent le Ramadan et justement de sauvegarder au mieux sa shape, sa masse musculaire, de ne pas prendre de gras, etc., etc. Et chaque année, le Ramadan tombe pas forcément à la même période de l'année, ce qui fait qu'il y a des périodes de l'année où c'est quand même beaucoup plus difficile que d'autres, par exemple en été, où le temps de luminosité est beaucoup plus long, ce qui fait que la fenêtre de tir pour pouvoir manger, briser le jeûne et boire, elle est beaucoup plus petite. Bon, cette année, tant mieux, le Ramadan tombe en plein hiver, ce qui fait qu'on a quand même un temps de luminosité qui est plus réduit et donc une fenêtre de tir pour pouvoir manger qui est plus grande. Donc forcément, ce qui va se passer en mangeant moins et en s'hydratant moins, c'est beaucoup plus de fatigue, une moins bonne récupération. En plus de ça, on peut ajouter le fait que généralement, pour essayer d'agrandir un petit peu la fenêtre où les musulmans peuvent justement manger le soir ou le matin, il y en a certains qui vont réduire leur temps de sommeil, donc un sommeil qui va être encore moins récupérateur. Donc tout ça mis bout à bout, ça fait qu'on est vraiment dans un environnement où le corps il est très challengé, il puise complètement dans ses réserves et ça, malheureusement, ça va dans de nombreux cas générer une perte de masse musculaire directement. La deuxième problématique qui peut générer des impacts négatifs sur la composition corporelle lorsqu'on fait un Ramadan ou un jeûne de manière générale, ça va être qu'est-ce qu'on mange au moment où on a le droit de manger. Et ce qui se passe, donc on va parler d'iftar pour le repas du soir et de suhour pour le repas du matin, désolé pour les prononciations, mais en gros, l'iftar, donc le repas du soir, ça peut être justement un moment familial, convivial, où on va, ou certains en tout cas, pour se récompenser d'avoir tenu le jeûne difficile de toute la journée, etc., avec la fatigue, vont justement profiter pour se récompenser et manger un repas plus riche, donc avec des fritures, avec plus de mauvaise graisse, avec du sucre, des pâtisseries, etc. Et donc, il faut imaginer que le corps, pendant de nombreuses heures, n'a absolument rien mangé. Le stress métabolique est quand même assez élevé. Et là, paf, on intègre énormément de nutriments qui sont difficiles à digérer, qui font monter la glycémie à son pic, ça va générer de la résistance à l'insuline, etc. Et tout ça va avoir des effets négatifs sur le métabolisme, sur la composition corporelle, rétention d'eau, diminution de la masse musculaire, augmentation de la masse graisseuse, etc., etc. Et c'est justement pour ce point-là que beaucoup de personnes, quand ils terminent le Ramadan, prennent beaucoup de masse graisseuse, puis beaucoup de rétention d'eau, parce qu'ils vont comme un petit peu réouvrir les valves trop rapidement, avec des aliments riches, etc. Et le corps, après 4 semaines de privation, de difficultés, de fatigue, etc., le fait de réouvrir les valves pareil, c'est comme en bodybuilding. Un athlète en sortant de compétition, si on réintègre pas les nutriments progressivement, forcément on a une poussée de masse graisseuse, une poussée de rétention d'eau et la shape se dégrade très très vite, remontée des kilos et c'est ça que connaissent justement de nombreux pratiquants à la fin du Ramadan. Et là, on peut aussi avoir un troisième point qui amène à une dégradation de la masse musculaire, c'est que à cause des 4 semaines qui sont difficiles, manque de nutriments, fatigue, etc., il y a pas mal de monde qui, l'air de rien, décide de réduire leur activité physique, voire de ne plus du tout en faire, plus de sédentarité, puis là, forcément, le manque de nutriments et l'inactivité réunis, une grosse perte de masse musculaire pour les 4 semaines qui arrivent. Donc le premier point qu'on va aborder, c'est quoi faire justement pendant le Ramadan.
On le rappelle, l'enjeu majeur donc pour le corps, c'est le manque cruel de récupération. La fatigue à cause d'un manque de nutriments, manque d'hydratation, un sommeil qui est perturbé, tout ça mis bout à bout font que la récupération est très difficile. Donc, au niveau de l'entraînement, c'est certain qu'il va falloir opter pour des entraînements qui ne demandent pas une grande récupération. On n'est vraiment pas dans un contexte favorable pour de la performance ou de l'amélioration de la composition corporelle. Comme je dis souvent à mes élèves qui vont justement faire le ramadan, c'est pas le moment de fixer des attentes d'évolution. Là, le but, c'est de passer un mois où on va sauvegarder la masse musculaire, on va sauvegarder la shape, la maintenir telle qu'elle est, et on a 11 mois après dans l'année pour justement évoluer. C'est justement probablement le meilleur moment de l'année pour faire un déload au niveau de l'entraînement ou opter pour un style d'entraînement. On va essayer de chercher des gains sur d'autres aspects que de la force, que de la perte de gras, etc., etc. Pour maintenir sa masse musculaire, le corps il a besoin de 3 éléments. Il a besoin de travailler avec de la résistance musculaire, les entraînements. Il a besoin de nutriments, tout ce qui est protéines, glucides, lipides, donc l'alimentation. Et il a besoin d'une bonne récupération pour justement réparer les tissus qui ont été endommagés grâce aux nutriments, etc. et créer des nouvelles adaptations. Donc au niveau de l'entraînement, on doit s'assurer d'avoir un bon travail en résistance musculaire tout en réduisant au maximum la demande en récupération parce qu'on a compris, on n'est pas dans l'environnement pour, donc il va falloir dealer avec cet élément-là. Donc on va éviter tout ce qui est entraînement musculaire intense, tout ce qui est travail de force et de puissance, ça n'est pas le bon moment. Et on va éviter aussi tout ce qui va être cardio intense, que ce soit court et intense ou long et modéré. Pareil, trop de demandes en récupération, on n'est pas dans le bon environnement pour ça. Au niveau de la musculation, je recommande 3 points. Le premier, ça va être de sélectionner des exercices qui ont un impact nerveux plus réduit, comme les exercices d'isolation, donc monoarticulaires, les exercices unilatéraux, donc un membre à la fois, et les exercices avec machine guidée. Parce que ces 3 exemples, ces 3 catégories d'exercices ont un impact nerveux généralement plus réduit et donc une demande en récupération moindre, mais offrent quand même justement une résistance musculaire qui est très optimale. Alors que faire du bench, faire du squat et du Romanian deadlift par exemple, ce sont des exercices qui ont un très fort impact nerveux, qui vont donc demander une plus forte récupération. Donc c'est vraiment pas mon meilleur conseil de garder cette gamme d'exercices dans les 4 semaines du Ramadan. Le deuxième point, c'est d'aller travailler avec des séries plus longues en répétition ou alors avec plus de tempo. Pourquoi? Parce que ça va augmenter le temps sous tension par série et ça va obligatoirement demander de réduire la charge. Plus la charge est faible, moins il y a d'impact nerveux, moins il y a de demande de récupération. Mais le temps sous tension, c'est quand même un facteur qui participe à l'hypertrophie musculaire ou en tout cas au maintien de la masse musculaire. On a compris, on est plus dans cette démarche-là pour ces 4 semaines-là. Donc, un programme de 4 semaines avec des séries plus longues, plus de temps sous tension avec plus de tempo. Et là, on va avoir un travail qui va être très optimal pour maintenir la masse musculaire. Du coup, question cardio, je recommanderais plutôt un cardio de faible intensité pour une question de récupération et également sur une durée plutôt modérée, entre 10 à 25 minutes tout au plus pour éviter de trop se déshydrater. La marche active inclinée est donc pour moi un parfait exemple de ce qui serait plutôt optimal à faire. Au niveau des paramètres, je recommanderais par exemple un tapis incliné entre 10 à 15 degrés d'inclinaison et au niveau de la vitesse, entre 3 à 5 km/h, ça serait ce que je ferais. Le troisième point, ça va être quand est-ce que c'est le meilleur moment pour positionner son entraînement. Dans un monde merveilleux et bisounours, si tout le monde est capable de, moi ce que je recommanderais, ça serait de le faire le matin après le petit déjeuner ou en tout cas dans la première moitié de la journée. Pourquoi? Parce que c'est là où le corps a le moins de fatigue dans les pattes à cause du manque de nutriments, d'hydratation, mais aussi du simple fait de la pénibilité de la journée. Maintenant, si c'est pas possible, c'est pas grave, on fait comme on peut. De toute manière, avec les éléments que j'ai donnés plus haut, les 2 premiers points, l'entraînement sera déjà bien mieux adapté, bien plus tolérable malgré la fatigue de la journée et la fatigue du jeûne. Le principal enjeu du Ramadan, c'est la période restreinte à laquelle il est autorisé de briser le jeûne et donc de consommer tous ces nutriments. Ça débute au coucher du soleil jusqu'au lever du soleil. Donc durant toute la nuit, il est possible de manger tous ces repas. J'ai fait mes petites recherches. En mars, durant la période du Ramadan de cette année,
le soleil devrait se coucher environ autour de 18h30 et se lever autour de 7h30. Si on considère qu'on dort 8 heures pour aller globalement garder une bonne forme, on va par exemple définir qu'on se couche à 22h30 pour se lever à 6h30 du matin. Dans ce cas-là, ça laisse une fenêtre pour le soir de 18h30 à 22h30 pour manger, soit 4 heures, et le matin, une fenêtre de 1 heure, de 6h30 jusqu'au lever à 7h30 du soleil. Il est nettement préférable de manger son total calorique, tous ses nutriments, en plusieurs cycles digestifs plutôt qu'en un seul pour augmenter le taux d'absorption des nutriments. Donc l'idée, c'est d'essayer de splitter le plus de repas possible dans ces fourchettes de temps permises pour briser le jeûne. Si on considère que les cycles digestifs les plus courts, généralement, c'est des moyennes que je donne, on peut être au plus court entre 1h30 et 2 heures pour digérer un repas. Et vous verrez à quelles conditions ça peut être aussi rapide. Le matin, on va globalement être capable de manger un repas, alors que le soir, il est possible de positionner entre 2 à 4 repas dans ces 4 heures, entre 18h30 et 22h30, 23h. Ce qui fait un total de 5 repas sur la totalité de la journée. Et on s'entend, 3 à 5 repas dans la totalité d'une journée, c'est déjà ce que la majorité des personnes sont capables de faire pour bien manger et bien consommer tous leurs nutriments. Ramadan ou pas, la priorité nutritive reste la même. En premier lieu, on va surtout prioriser les protéines. Donc c'est important de bien répartir ces protéines au travers de ces 3 à 5 repas. Ensuite, ça va être surtout au niveau des glucides. Les glucides par rapport à leur qualité glycémique. Étant donné que le corps est déjà en état de stress, de fatigue, etc., c'est vraiment encore plus essentiel de s'assurer de consommer des glucides à indice glycémique bas pour éviter justement les gros pics de glycémie dans le sang et d'éviter de générer trop de résistance à l'insuline. Également, pour les lipides seront quand même importants, mais je les mettrai en dernier de la ligne parce que le problème des lipides, c'est que ça consomme beaucoup de calories, mais surtout ça ralentit la digestion et ça va freiner justement le temps de digestion dont je parlais. Si on considère 1h30 à 2 heures pour le temps d'un cycle digestif au niveau de l'estomac, ça veut dire qu'au niveau de la répartition, à 18h30, on consomme le premier repas. À 20h, on est capable de consommer le deuxième repas et à 21h30, on peut intégrer le troisième repas pour que, optionnellement, juste avant le coucher, vers 22h30, on consomme un plus petit repas ou une collation, ce qui nous donne les 4 fameux repas du soir. Donc le principal enjeu, ça va être l'appétit pour que justement on soit capable de respecter cette rapidité à laquelle on va intégrer les repas les uns à la suite des autres. Du premier repas du soir à l'avant-dernier repas du soir, je recommanderais vraiment de favoriser tout ce qui est protéines, glucides et crudités parce qu'au moins c'est plus rapide de les digérer. Les lipides, ça ralentit énormément la digestion, donc on va plutôt les réserver pour le dernier repas juste avant de dormir. Et justement, ça va permettre que pendant toute la nuit, la digestion des aliments va beaucoup plus se diluer au travers de toute la nuit et donc ça va soulager le corps, déstresser un petit peu le métabolisme, etc. C'est important également de manger des glucides sur les derniers repas avant d'aller dormir parce que les glucides permettent justement de réduire le taux de cortisol et donc d'aider le corps à mieux récupérer et surtout à mieux dormir. Mon deuxième tips pour justement accélérer le temps de digestion de l'estomac, ça va être de favoriser les aliments qui vont être plutôt liquides et transformés. Plus un aliment est brut, plus un aliment est solide, plus le temps de digestion par les sucs gastriques de l'estomac prend énormément de temps. Donc c'est pour ça que tout ce qui va être les aliments, alors quand je dis transformé, c'est pas du fast-food industriel, c'est transformé dans le sens broyé, liquéfié. Tout ça va permettre de déjà préparer, réduire en tout cas le temps de digestion pour l'estomac pour tout assimiler les nutriments. C'est pour ça que les smoothies, ça va être une merveilleuse alternative pour aider à avoir un cycle digestif beaucoup plus rapide parce que c'est liquide et donc ça se digère très rapidement. Donc pour les premiers repas du soir, je favoriserai davantage des smoothies, des purées, etc. Puis ce qui est bien avec les smoothies, c'est que c'est très facile de faire matcher ces nutriments en utilisant de la whey protein, du yogourt, des œufs. Donc très facile d'intégrer beaucoup de protéines dans un smoothie. Très facile également de mettre des glucides avec de la maltodextrine, avec de la farine d'avoine, avec pas mal de choses, bananes, etc. On peut vraiment aller matcher ces carbs. Donc les smoothies, c'est vraiment un bel outil pour le ramadan pour justement digérer très rapidement. Et le dernier élément, c'est l'eau. Parce que l'eau, le problème, c'est que ça fait gonfler les aliments dans l'estomac. Donc le pire move à faire,
c'est lors du premier repas de boire beaucoup, parce qu'après c'est sûr que la digestion va être beaucoup plus lente parce que l'appétit va mettre du temps à revenir. Donc au niveau de l'hydratation, je recommande vraiment de boire par petites quantités tout au long de la fenêtre autorisée et de principalement boire un peu plus de quantité avant de dormir, bien que la problématique c'est que ça peut donner envie d'aller aux toilettes justement en plein milieu de la nuit, puis ça peut nuire justement à la récupération. Mais sinon en tout cas, de boire par petites coupures et de bien répartir ça sur les heures, ça va être mieux et ça va éviter justement d'être de suite rassasié. Et c'est justement un autre point positif qui vient alimenter les avantages du smoothie, parce que dans le smoothie, on va pouvoir justement mettre de l'eau, ou en tout cas des laitages végétaux ou autres, ce qui va apporter de l'hydratation. Et je ne recommanderais pas justement de boire tout ce qui est café, thé, boisson chaude, parce que ça coupe l'appétit. Il n'y a pas de calories là-dedans, donc il n'y a pas de nutriments. Et il n'y a malheureusement donc pas de place justement à occuper de l'espace inutilement. Pour le repas du matin, je conseillerais justement de manger un repas parfaitement complet avec toutes les protéines, les glucides et les lipides. Comme ça va permettre d'avoir tous les nutriments pour le corps au cours de toute la journée. Les lipides vont permettre de ralentir au maximum la digestion pour que le moment de la journée où on aura de l'appétit soit le plus retardé possible. Et voilà, je pense avoir fait le tour de toutes les recommandations pour passer le plus optimalement ces 4 semaines de Ramadan en sauvegardant au maximum sa masse musculaire, sa shape et sa composition corporelle. Et éviter également pour les personnes en sortant du Ramadan de faire un énorme effet yo-yo et de reprendre beaucoup de rétention d'eau, de gras et donc de mauvais poids. J'espère que le sujet de cette vidéo vous aura plu. Si jamais vous suivez justement vous allez faire le Ramadan, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Commentez-moi juste Ramadan, moi je vais voir à quel point cette vidéo a été utile pour vous et si ça a eu de l'impact positif. Et si jamais la vidéo vous a plu de manière générale, laissez-moi juste un like, ça me permettra justement de m'encourager à continuer à tourner d'autres prochaines vidéos sur l'entraînement, la nutrition, le mindset, l'hygiène de vie. Et n'hésitez pas à vous abonner à la page si vous voulez voir et ne pas louper les prochaines vidéos qui s'en viennent justement sur ces différents sujets. En tout cas, je vous souhaite à tous une excellente semaine, bon Ramadan à ceux qui vont le faire et bon courage. Ciao, ciao!